Le sac en plastique crissa dans mes mains lorsque maman me le plaça dans les paumes, son sourire tendu et plein d'excuses, la même expression qu'elle avait portée quand j'avais 12 ans et qu'elle avait oublié ma pièce de théâtre à l'école, arrivant en courant juste pour le salut final avec des fleurs flétries du supermarché. À l'intérieur se trouvait une robe à fleurs délavée, du genre qu'on trouve enfouie dans un bac de liquidation d'une friperie, froissée à force d'être pliée trop longtemps, avec une petite tache brune près de l'ourlet qu'on avait essayé, sans succès, de faire disparaître. Le tissu était rêche entre mes doigts, du polyester bon marché qui avait connu de meilleures décennies. « Joyeux anniversaire, ma chérie », dit-elle, avec ce ton particulier qu'elle prenait lorsqu'elle savait qu'elle me décevait mais espérait que je ne ferais pas de scène. Le même ton qu'elle avait utilisé pour expliquer pourquoi ils ne pouvaient pas payer un dîner pour ma remise de diplôme universitaire, pourquoi ils avaient manqué la fête pour ma promotion, pourquoi chaque étape importante de ma vie semblait coïncider avec leur dernière crise financière, toujours causée par quelque chose dont Isabella avait besoin. Ta sœur est notre priorité en ce moment, tu comprends. 30 ans. 30 années sur cette terre, et voilà ce que signifiait pour eux cet anniversaire marquant une pensée à 5 €, emballée dans de bonnes intentions et des excuses financières. Je pensais au 25e anniversaire d'Isabella, seulement 2 ans plus tôt, la fête surprise dans un restaurant chic, le photographe professionnel, le gâteau personnalisé qui avait coûté plus que mon budget mensuel pour les courses. La différence ne m'avait jamais échappé, et ne m'échapperait jamais. Papa s'éclaircit la gorge depuis sa place près du comptoir de la cuisine, sans vraiment croiser mon regard, une habitude que j'avais remarquée de plus en plus au fil des ans, chaque fois que les conversations devenaient inconfortables. Ses doigts tambourinaient sur la surface en formica, ce tic nerveux qu'il avait développé à mon adolescence, quand j'avais commencé à demander pourquoi Isabella avait droit à des cours de danse alors que moi j'avais des livres de bibliothèque. Désolée, Emma. On a dépensé beaucoup pour les préparatifs du mariage d'Isabella. Rien que l'acompte pour la salle, c'était 3 000 €, et puis les fleurs, les retouches de la robe. Gardez-le, l'interrompis-je, posant doucement le sac sur la table entre nous, avec des gestes délibérés et calmes. La robe fit un léger bruissement en se posant. Ma voix était posée, plus calme que je ne me sentais, plus assurée que je ne l'avais été après des années à ravaler mes déceptions. Vous allez avoir besoin de chaque centime. Le silence qui suivit fut assourdissant. Même la vieille horloge de la cuisine semblait marquer les secondes plus fort, tandis que le poids de mes mots s'installait dans la pièce. Le visage de maman passa par toute une palette d'émotions, d'abord la confusion, ses sourcils se fronçant comme à l'accoutumée, puis la peine lorsque la compréhension se fit jour, et enfin un éclair de ce qui ressemblait à de la peur. Sa main monta inconsciemment à sa gorge, un geste que je connaissais depuis l'enfance et qui annonçait un conflit. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda papa, enfin en me regardant directement, ses yeux bleus, les mêmes que les miens, cherchant sur mon visage des indices qu'il n'avait jamais pris la peine de voir auparavant. Je me levai lentement, ramassant mon sac à main et mes clés sur la table en bois éraflée où nous avions partagé des milliers de repas, où Isabella avait exhibé sa bague de fiançailles 6 mois plus tôt, pendant que je restais dans un coin, les regardant s'extasier comme si elle avait inventé le feu. Je veux dire exactement ce que j'ai dit. Vous aurez besoin de chaque centime possible. Emma, ne sois pas dramatique, dit maman, attrapant mon bras avec des doigts qui tremblaient légèrement. Son contact me parut étranger, presque inconnu, depuis quand m'avait-elle touché la première ? Tu sais qu'on t'aime autant qu'Isabella. C'est juste que les mariages sont chers, et elle ne se marie qu'une seule fois. Et moi, je n'ai 30 ans qu'une seule fois aussi, répondis-je, me dégageant doucement de sa main, remarquant à quel point elle me laissait partir facilement, elle m'avait toujours laissé partir facilement. Mais visiblement, certains jalons comptent plus que d'autres dans cette famille. Le trajet du retour me sembla plus long que d'habitude, chaque rue familière s'étirant à l'infini devant moi. Chaque feu rouge me laissait le temps de réfléchir, de sentir le poids de 30 années passées dans la peau de la fille qu'on oublie, peser sur ma poitrine comme une chose tangible. Je passais devant l'école primaire où j'avais attendu seule qu'on vienne me chercher plus de fois que je ne pouvais les compter, observant les autres enfants courir vers des parents qui se souvenaient d'eux en premier. Je passais devant le parc où s'était tenue la fête de remise de diplôme d'Isabella, celle qu'ils avaient planifiée pendant des mois, et me rappelais mon propre dîner discret à la maison, parce que, les prix au restaurant sont trop élevés en ce moment, ma chérie. Isabella avait toujours été la star, plus jolie, oui, avec ses dents parfaitement droites et ses ondulations blondes impeccables qui ne connaissaient jamais de mauvais jours. Plus charmante, certainement, avec ce rire qui remplissait les pièces et donnait aux inconnus l'impression d'être de vieux amis. Plus disposée à jouer le rôle de la fille parfaite, appelant chaque jour à 18h pile pour prendre de leurs nouvelles, venant chaque week-end avec des cookies maison et des anecdotes sur son travail glamour dans le marketing. Moi, j'étais la responsable. Celle qui aidait papa à faire ses impôts chaque mois d'avril,
étalant les formulaires sur cette même table de cuisine pendant qu'il somnolait dans sa chaise. Celle qui conduisait maman à ses rendez-vous médicaux, attendant dans des salles remplies de magazines obsolètes pendant qu'elle voyait des spécialistes pour son anxiété, une anxiété qui ne l'empêchait jamais de planifier des fêtes élaborées pour Isabella. Celle qui réparait leurs ordinateurs à toute heure, traversant la ville en pyjama lorsque leur connexion Internet tombait en panne pendant leur émission préférée. Celle qui ne demandait jamais rien en retour, sauf une reconnaissance occasionnelle que j'existais au-delà de mon utilité. Mais quand il s'agissait de me célébrer, une robe de seconde main et des excuses. J'ai passé cette soirée sur mon canapé, mangeant les restes de plats chinois à emporter qui étaient restés 3 jours dans mon frigo, du poulet aigre doux qui avait perdu toute sa douceur, et faisant défiler sur les réseaux sociaux les photos de la fête de fiançailles d'Isabella du mois dernier. L'événement avait été somptueux, bien au-delà de tout ce que notre famille avait jamais organisé, un photographe professionnel profitant de la lumière dorée du coucher du soleil, un dîner traiteur composé de plats dont je ne savais même pas prononcer le nom, des fleurs probablement plus chères que mon loyer mensuel, disposées en cascade digne d'un magazine. Maman et papa rayonnaient de fierté sur chaque photo, leurs bras entourant leur précieuse princesse, leur visage illuminé par ce type de fierté parentale que j'avais cessé d'espérer depuis des années. Sur une photo, papa portait un toast, les yeux brillants de larmes de joie. Sur une autre, maman ajustait les cheveux d'Isabella avec la tendresse qu'elle avait jadis réservée à ses 2 filles. En parcourant les commentaires, je vis des messages de membres de la famille dont je n'avais plus de nouvelles depuis longtemps, tous élogieux sur le fait qu'ils étaient des parents merveilleux et qu'Isabella avait beaucoup de chance d'avoir une famille si dévouée. Où était-il quand j'ai obtenu mon master? Quand j'ai acheté mon premier appartement? Quand j'ai été promue analyste senior au cabinet comptable? Ces moments étaient passés tranquillement, marqués seulement par de brèves conversations téléphoniques et des promesses de célébrer, bientôt, qui n'avaient jamais été tenues. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui mijotait dans mon cœur depuis des mois, peut-être des années, une accumulation lente de déceptions et de prise de conscience qui avait finalement atteint son point critique. J'ai écrit une lettre, pas un monologue colérique rempli d'accusations et de sentiments blessés, mais une explication calme et mesurée de 30 années d'observation. J'ai choisi chaque mot avec soin, éditant et réécrivant jusqu'à ce que mes sentiments soient clairs mais pas cruels. Je l'ai imprimé sur le beau papier à lettres que je gardais pour des occasions spéciales qui n'arrivaient jamais, et je l'ai mise dans une enveloppe crème qui correspondait à la gravité de ce que je faisais. Le lendemain matin, avant que le soleil ne se lève complètement, j'ai appelé ma banque et effectué plusieurs virements, mes mains étonnamment stables alors que je naviguais dans le système automatisé. J'ai fermé mon compte épargne, celui que j'avais constitué méthodiquement pour aider un jour mes parents à la retraite, celui qui contenait 23 000 $ gagnés grâce à des années de budget rigoureux, de vacances annulées et de dîners sacrifiés. De l'argent que j'avais économisé en me privant pour pouvoir dire oui à leurs besoins. J'ai transféré chaque centime sur un nouveau compte dans une autre banque, dont ils n'avaient aucune connaissance, aucun accès, aucune revendication. Puis j'ai appelé mon opérateur téléphonique et changé mon numéro, assise dans ma voiture sur le parking du magasin pendant que le technicien effectuait le changement. Ce nouveau numéro ressemblait à un petit acte de rébellion, une déclaration d'indépendance que j'aurais dû faire des années plus tôt. À 9 heures, mon ancien téléphone, désormais juste un presse-papier coûteux, se mit à sonner. L'écran affichait « Maman », puis « Papa », puis « Maman », encore, les noms familiers désormais impuissants à me joindre. Je laissais sonner, regardant l'écran clignoter avec leur désespoir, ressentant quelque chose qui pouvait être de la culpabilité mais ressemblait davantage à un soulagement. À midi, selon le journal des appels manqués que j'ai vérifié une dernière fois, les appels arrivaient toutes les quelques minutes. Ils avaient sûrement essayé aussi le numéro d'Isabella, probablement pour exiger qu'elle me fasse revenir à la raison. 37 appels manqués en soirée, chacun plus frénétique que le précédent, les intervalles entre eux raccourcissant à mesure que la panique s'installait. Je pouvais imaginer leur désespoir croissant en réalisant qu'un changement fondamental s'était produit, que la fille qui répondait toujours, qui accourait toujours, qui réparait toujours tout, était soudainement injoignable. La lettre que j'avais écrite était simple, mais il m'avait fallu 3 heures pour qu'elle soit parfaite. Chère maman, cher papa. Depuis 30 ans, j'ai été la fille toujours là quand vous aviez besoin de moi, lors de la perte d'emploi de papa en 2018, lors des complications chirurgicales de maman, à chaque crise et urgence nécessitant quelqu'un de fiable pour gérer les détails. J'étais celle qui ne demandait jamais grand-chose, qui comprenait qu'Isabella passait en premier parce qu'elle se mariait, parce qu'elle était plus jeune, parce qu'elle avait besoin de plus d'aide, parce qu'il y avait toujours une raison pour laquelle ses besoins passaient avant les miens. J'ai accepté ce rôle parce que je vous aimais et que je voulais être une bonne fille. Je pensais que si j'étais assez fiable, assez serviable, assez altruiste,
vous finiriez par me voir comme vous la voyez elle. Mais hier, le jour de mes 30 ans, un jalon que j'attendais tranquillement depuis des mois, j'ai réalisé que l'amour et le respect devaient aller dans les deux sens. La robe à 5 € ne concernait pas l'argent, même si le contraste avec la tenue à 300 $ d'Isabella pour sa fête de fiançailles ne m'échappait pas. Il s'agissait de ce qu'elle représentait, à quel point mes sentiments comptaient peu dans cette famille, à quel point vous mettiez peu d'efforts à me faire sentir que j'avais de la valeur, à quel point vous étiez à l'aise à me traiter comme une après-pensée. Je ne suis pas en colère, plus maintenant. La colère suppose l'espoir que les choses puissent changer, et j'ai épuisé cet espoir à travers trop de déceptions. J'ai juste fini d'accepter des miettes pendant que quelqu'un d'autre se régalait à la table que j'avais mise. Je prends le temps de me concentrer sur moi et sur les personnes qui voient ma valeur sans que je doive constamment la prouver. Ne vous inquiétez pas pour moi, je me mets enfin en premier, comme vous m'avez appris à le faire en voyant comment vous priorisiez vos propres enfants. Quand vous serez prêt à avoir une relation où je ne serai pas la fille oubliée, où ma présence sera valorisée autant que mon utilité, vous saurez comment me trouver. Mais ce ne sera plus à ce numéro de téléphone, et ce ne sera plus à mes frais. Avec tout mon amour. Emma. PS, j'ai fermé le compte que je gardais pour votre retraite. Vous aviez raison en disant que vous auriez besoin de chaque centime. Je vous suggère de commencer à l'économiser vous-même. 3 semaines plus tard, Isabella est apparue à mon nouvel appartement, un lumineux, une pièce que j'avais trouvée de l'autre côté de la ville, baignée par le soleil du matin et avec un balcon où je pouvais faire pousser les herbes que j'avais toujours voulu mais pour lesquelles je n'avais jamais eu le temps en courant constamment pour aider tout le monde. Je m'étais installée discrètement, engageant des déménageurs un mardi matin, sachant que ma famille serait au travail, empaquetant ma vie dans des cartons étiquetés avec ma nouvelle adresse que personne ne connaissait. J'arrosais mes nouvelles plantes de basilic, émerveillée par la paix des matins qui n'étaient pas interrompus par des appels de crise, quand elle frappa avec le rythme net et insistant de quelqu'un habitué à obtenir immédiatement l'attention. « Emma, qu'est-ce qui te prend » s'écria-t-elle dès que j'ouvris la porte, sans attendre d'invitation, ses talons de marque claquant sur mon nouveau parquet. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés malgré leur matinale, son maquillage impeccable de cette manière effortless qui m'avait toujours fait me sentir banale en comparaison. Maman fait des crises d'angoisse. Papa ne dort pas. Ils ont parcouru toute la ville à la recherche de ta voiture comme un petit chiot perdu. Bonjour à toi aussi, Isabella, répondis-je, me décalant pour la laisser entrer tout en notant que sa première préoccupation n'était pas mon bien-être. Quand m'avait-elle demandé pour la dernière fois comment j'allais ? Un café ? Je viens de faire une nouvelle cafetière. Je ne veux pas de café. Je veux des réponses. Elle se retourna brusquement pour me faire face, son sac, celui que maman et papa lui avaient offert pour son anniversaire l'an dernier, un sac Coach qui valait plus que ma mensualité de voiture, serré dans ses mains parfaitement manucurées. Pourquoi tu leur fais subir ça ? Ils sont morts d'inquiétude. Je me suis versé une tasse avec ma nouvelle cafetière, un petit luxe que je m'étais enfin permis maintenant que je ne mettais plus chaque centime de côté pour les urgences des autres, et je me suis assise à ma nouvelle table de cuisine. C'était un magnifique meuble en bois que j'avais acheté dans une boutique d'antiquités, le genre de mobilier que j'avais toujours admiré mais jamais acheté parce que j'étais trop occupée à aider les autres avec leurs dépenses. La lumière du matin traversant ma fenêtre orientée à l'est faisait briller le grain comme du miel. Je ne leur fais subir rien du tout, dis-je calmement, en enlaçant ma tasse chaude. Je refuse juste d'être traitée comme une après-pensée dans ma propre famille. Pour un cadeau d'anniversaire ? Emma, tu as 30 ans, pas 13. C'est incroyablement puéril. Ces mots flottaient dans l'air entre nous, et je réalisais qu'elle ne comprenait vraiment pas. Elle n'avait jamais eu à comprendre, car elle n'avait jamais été dans ma position, toujours choisie, toujours célébrée, toujours mise en premier. Tu as raison, j'ai 30 ans. Et en 30 ans, quand est-ce que maman et papa m'ont fait sentir que j'étais leur priorité ? Quand m'ont-ils jamais célébré comme ils te célèbrent ? Quand ont-ils jamais placé mes besoins avant les tiens, ou même considéré qu'ils étaient également importants ? La question sembla la prendre au dépourvu. La colère d'Isabella fléchit un instant, ses lèvres parfaitement lustrées s'entr'ouvrant comme pour parler, puis se refermant. Elle s'assit lentement en face de moi, son sac à main coûteux glissant sur le sol avec un léger bruit sourd. « Il t'aime » dit-elle enfin, mais sa voix était maintenant plus douce, moins assurée. « Je sais qu'ils le font. Mais l'amour n'est pas qu'un sentiment, Isabella. Ce sont des actes. C'est se montrer présent. C'est se souvenir de ce qui compte pour quelqu'un. C'est faire un effort, pas seulement quand c'est pratique ou quand tu as besoin de quelque chose, mais de manière constante, intentionnelle. » Je pris une gorgée de mon café, laissant mes mots s'installer entre nous. L'amour, c'est appeler pour demander comment s'est passée la journée de quelqu'un,
pas seulement quand tu as besoin qu'ils réparent ton ordinateur. C'est célébrer leur réussite, pas juste les reconnaître en passant. C'est réfléchir à leur bonheur, pas juste attendre qu'ils soient reconnaissants pour les miettes d'attention que tu leur donnes. Alors tu les punis? L'accusation dans sa voix avait doucement changé pour quelque chose qui ressemblait presque à une véritable incompréhension. Je me protège. Il y a une différence. Je croisais son regard directement, quelque chose que je réalisais avoir rarement fait durant toutes nos années en tant que sœur, j'avais toujours détourné le regard, cédé, m'étais faite petite. Pendant 30 ans, j'ai été disponible pour chaque crise, chaque besoin, chaque urgence. Je n'ai jamais dit non, jamais été trop occupée, jamais demandé ce que j'y gagnais. Et qu'est-ce que cela leur a appris? Que Emma sera toujours là, peu importe comment on la traite. Que Emma n'a pas besoin de célébration ni de reconnaissance ni de considération de base parce qu'Emma est juste reconnaissante d'être incluse. Isabella me regarda longuement, et je vis quelque chose changer dans son expression, une reconnaissance que peut-être, pour la première fois de nos vies, elle me voyait vraiment. Pas comme la sœur fiable qui s'occupait des choses ennuyeuses pour qu'elle n'ait pas à le faire, mais comme Emma, une personne entière avec des sentiments, des besoins et de la valeur. Que veux-tu d'eux? Demanda-t-elle enfin, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Je veux qu'ils me voient. Me voient vraiment. Je veux qu'ils valorisent mon temps, mes sentiments, ma présence dans leur vie. Je veux être plus que la fille fiable qui répare tout et ne demande rien en retour. Je veux qu'ils fassent un effort dans notre relation, et non pas qu'ils s'attendent à ce que je fasse tout le travail pendant qu'ils récoltent tous les bénéfices. Isabella partit ce jour-là sans la résolution facile qu'elle était venue chercher, sans la promesse que je pardonnerais et oublierais et reviendrais jouer mon ancien rôle. Mais quelque chose avait changé dans son expression pendant notre conversation, une prise de conscience que la dynamique familiale qu'elle tenait pour acquise n'était peut-être pas aussi juste ni aussi saine qu'elle le pensait. 2 mois plus tard, je reçus une lettre manuscrite de maman, par un email, pas un message texte exigeant une réponse immédiate, mais une vraie lettre écrite sur son beau papier à lettres, avec une écriture soignée et des traces de larmes sur le papier séché en petits cercles translucides. Elle expliquait qu'elle allait en thérapie, écrivant d'une écriture qui semblait plus vieille, plus fragile que ce dont je me souvenais. Tous les deux y allaient, parcourant 40 minutes pour voir un conseiller familial dans la ville voisine parce qu'ils étaient trop gênés pour consulter localement. Ils apprenaient la dynamique familiale, les rôles et les attentes, comment ils avaient inconsciemment créé une hiérarchie injuste pour leurs 2 filles, même s'il leur avait fallu des semaines pour comprendre comment leur traitement à mon égard avait également affecté Isabella, lui mettant la pression pour être parfaite, pour être digne du piédestal sur lequel il l'avait placée. La lettre faisait 4 pages recto verso, remplie de reconnaissance que j'attendais depuis 30 ans. Elle parlait des pièces de théâtre scolaires qu'ils avaient manquées, des réussites qu'ils avaient minimisées, des fois où ils m'avaient appelé à l'aide sans demander d'abord comment j'allais. Elle reconnaissait les années où ils m'avaient prise pour acquise, supposant que je serais toujours là peu importe l'effort qu'ils mettaient dans notre relation, traitant ma fiabilité comme un dû plutôt que comme un don. Surtout, la lettre ne demandait pas pardon et n'exigeait pas que je revienne. Elle n'excusait rien et ne minimisait pas les dégâts causés. Elle disait simplement qu'ils travaillaient à devenir de meilleurs parents, de meilleures personnes, et que, lorsque je serais prête, si jamais je l'étais, ils seraient honorés de me montrer les personnes qu'ils devenaient. Je gardais cette lettre sur mon réfrigérateur pendant des semaines, la lisant chaque matin avec mon café, regardant les coins se recourber légèrement à cause de l'humidité de ma petite cuisine. Certains jours, elle me faisait pleurer, pas de tristesse, mais d'un sentiment qui ressemblait à l'espoir, à la possibilité que les relations puissent changer, que les gens puissent évoluer, que 30 ans de schéma ne définissent pas forcément les 30 prochaines années. Lorsque je les appelais enfin, 3 mois après ce fatidique anniversaire, j'avais répété ce que j'allais dire. Mais lorsque papa répondit dès la première sonnerie, clairement il attendait près du téléphone, sa voix tremblante et pleine d'espoir fit disparaître tous mes mots préparés. Emma? Le soulagement dans sa voix était palpable, mêlé à quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement, comme s'il n'arrivait pas à croire que j'étais vraiment là. Bonjour, papa. Comment vas-tu, ma chérie? Ça va? Es-tu heureuse? Nous étions si inquiets, pas inquiets de ce que tu pourrais faire, ajouta-t-il rapidement, mais inquiets pour toi, pour savoir si tu prends soin de toi, si tu es seule, si tu as des personnes dans ta vie qui t'apprécient comme tu le mérites. Pour la première fois depuis des années, je pus répondre honnêtement à cette question. Oui, dis-je en regardant autour de mon appartement ensoleillé, les herbes poussant sur mon balcon, la vie que j'avais construite pour moi-même quand j'ai cessé d'attendre la permission de la vivre. Oui, je le suis vraiment. La reconstruction fut lente, délibérée, comme apprendre une nouvelle langue après 30 ans à en parler une autre.
Des rendez-vous autour d'un café plutôt que des visites d'urgence, des conversations planifiées plutôt que des appels de gestion de crise. Ils commencèrent à s'intéresser vraiment à ma vie, à poser des questions suivies et à manifester un intérêt sincère. Ils voulaient connaître mes rêves, mon travail, mon opinion sur des choses qui n'avaient rien à voir avec leurs problèmes ou leurs besoins. Ils commencèrent à me voir non plus comme la fille responsable qui serait toujours là pour nettoyer les dégâts, mais comme Emma, une personne entière avec mes propres intérêts, opinions et valeurs. Papa commença à m'appeler juste pour partager des articles qu'il pensait que je trouverais intéressants. Maman commença à m'envoyer des photos de coucher de soleil avec des messages comme « Cela m'a fait penser à toi ». De petits gestes, mais constants, qui s'additionnaient pour créer quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Le mariage d'Isabella, lorsqu'il eut enfin lieu 6 mois plus tard, fut magnifique, plus sobre que prévu initialement, en partie à cause des contraintes budgétaires après qu'ils eurent cessé de dépendre de mon soutien financier, mais aussi parce qu'ils avaient appris que les mises en scène élaborées n'étaient pas équivalentes à des moments significatifs. Mais plus beau que toutes les décorations fut la manière dont maman et papa veillèrent à m'inclure dans chaque conversation, à demander mon avis sur les décisions familiales, à me faire sentir que ma présence comptait autant que celle de n'importe qui d'autre. Et lorsque ce jour-là ils me firent leur cadeau, un magnifique collier avec un pendentif gravé, à notre fille extraordinaire Emma, qui nous a appris à mieux aimer, je sus que la robe à 5 € avait valu chaque moment de douleur qu'elle m'avait causé. Le collier était charmant, mais le véritable cadeau résidait dans la reconnaissance dans leurs yeux, la compréhension qu'ils avaient failli perdre quelque chose de précieux par leur propre négligence. Parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à quelqu'un est de lui apprendre à valoriser ce qu'il a avant de le perdre pour toujours. Parfois, s'éloigner est la seule façon d'enseigner aux gens comment venir vers vous avec respect et intention. Parfois, l'amour nécessite des limites, et parfois poser des limites est l'acte le plus aimant que l'on puisse faire. Mon 31e anniversaire fut différent. Maman et papa avaient organisé un dîner surprise dans mon restaurant préféré, pas le lieu chic qu'Isabella aimait, mais le bistrot tranquille où je m'étais toujours sentie à l'aise, où le propriétaire connaissait mon nom et ma commande habituelle. Le cadeau était réfléchi, une première édition de « Le Jardin secret », un livre dont j'avais parlé lorsque j'avais 12 ans et que j'avais lu jusqu'à ce que la reliure se détache. Ils s'en souvenaient, avaient prêté attention pendant des mois aux petits détails qui faisaient de moi ce que j'étais. Mais plus que cela, le cadeau était leur présence, leur attention, leur joie sincère de me célébrer. Pas Emma la résolveuse de problèmes ou Emma la fiable, mais simplement Emma, leur fille qui méritait d'être célébrée simplement pour exister, pour être elle-même, pour être aimée. Je suis fière de la femme que tu es devenue, dit papa cette nuit-là en levant son verre, les mains légèrement tremblantes, les yeux brillants de ce genre de larmes que je l'avais vu verser à la fête de fiançailles d'Isabella mais jamais pour moi. Pas seulement parce que tu as réussi ou que tu es responsable, mais parce que tu as eu la force d'exiger l'amour que tu méritais. Tu nous as appris à être de meilleurs parents, de meilleures personnes. Nous avons failli te perdre parce que nous étions trop à l'aise à te considérer comme acquise. Merci de nous avoir donné la chance de faire mieux. Je regardais autour de la table ma famille imparfaite, en apprentissage, qui essayait et réalisait que parfois, les meilleures histoires ne se terminent pas avec les gens obtenant ce qu'ils voulaient. Elles se terminent avec des personnes devenant celles qu'elles devaient être pour mériter ce qu'elles désiraient au départ. Elles se terminent avec des relations choisies plutôt que subies, avec un amour démontré plutôt que supposé. La robe à 5 € est toujours accrochée dans mon placard, repoussée au fond derrière des vêtements qui me vont correctement et qui ont été choisis avec soin. Non comme rappel de leur échec, mais comme rappel de ma force, le jour où j'ai enfin décidé que je valais plus qu'un amour de solde et des attentions de seconde main. Le jour où j'ai appris que parfois il faut briser complètement quelque chose avant de pouvoir le reconstruire en mieux. Certains cadeaux, il s'avère, sont inestimables de façon auxquelles on ne s'attend jamais. Et parfois, la leçon la plus précieuse n'est pas d'apprendre à accepter moins, mais à apprendre à exiger plus, pas plus de choses, pas plus d'argent, mais plus de respect, plus de considération, plus de l'amour que vous avez donné librement pendant 30 ans sans rien demander en retour. La femme qui a accepté cette robe n'est pas la même que celle qui l'accroche maintenant dans son placard. Elle est plus forte, plus claire, plus certaine de sa valeur. Elle a appris qu'un amour sans respect n'est pas vraiment de l'amour, c'est de la commodité. Et elle a découvert que parfois, les personnes qui vous aiment le plus sont celles qui ont besoin des limites les plus fortes pour apprendre à mieux vous aimer. C'est une leçon qui vaut plus que n'importe quel cadeau.